C'est une institution, et on se retrouvera après, Caroline et Mathias. Donc le musée de l'Art Brut, c'est une institution unique au monde qui a ouvert ses portes il y a déjà un petit moment. 1976, c'était 4 ans après la donation originelle de Jean Dubuffet. C'est le premier à avoir théorisé ce genre artistique. J'ai eu le plaisir, pour moi tout seul, d'en visiter les réserves de ce musée de l'Art Brut où sont stockées des dizaines de milliers d'œuvres qui sont très souvent et pour la plupart inconnues du grand public, stockés au prix d'infinies précautions parce que dans la plupart des cas, les supports, c'est des simples feuilles de papier, voire même des serviettes de papier, ne sont pas de qualité. Dans ces réserves, on découvre des artistes qui ont peint la montagne ou autour de la montagne ou qui s'en sont inspirés. Mes 2 accompagnatrices étaient la spécialiste du genre, Lucienne Perry, ancienne conservatrice du musée, à laquelle a succédé il y a quelques années Sarah Lombardi, l'actuelle directrice. Était avec moi aussi la restauratrice d'art et qui a la charge de la conservation de ses œuvres, Mijanou Gold. Reportage. Je suis Mijanou Gold. Je suis technicienne des collections à la collection de l'Art Brut. Et du coup responsable de tout ce qui est œuvres en réserve, hors exposition. Ah, c'est une petite entrée dérobée. Exactement. Voilà, on pénètre dans le musée. On est dans la tourelle du musée, entre les lieux d'exposition et les bureaux. Et puis là, on a une petite porte secrète aussi, avec les réserves des collections. Tout ce qui est œuvres papier qui ne sont pas encadrées. Ça craque, on est dans un château du 18e, le château de Beaulieu. Les parquets faits de marqueterie de différents bois craquent. Tout est vraiment resté intact. Le monument est classé au monument historique numéro 1, comme la cathédrale de Lausanne. Lucienne, vous êtes la spécialiste de l'art brut et de ce qu'il y a dans ces cartons, de ce qu'on voit aussi dans l'exposition tout autour de nous. Est-ce que l'art brut se définit ? Oui, l'art brut, c'est un art réalisé par des personnes qui sont autodidactes, qui n'ont pas suivi de formation artistique et qui se lancent dans la création sans avoir appris, sans connaître les règles, les usages, les normes, les manières de faire, et qui vont créer leurs propres normes. Donc ils auront un système d'expression artistique, mais il sera personnel. Il sera leur propre mode dans lequel ils vont exulter. Ce sont très souvent des gens qui ne sont pas vraiment inscrits dans la société, qui sont mis à l'écart, des exclus, et ils créent un univers, certes fictif, imaginaire, irréel, mais là où ils seront les maîtres absolus. Donc on a beaucoup de chance d'être ici dans ces réserves. Elles sont où ces montagnes ? Alors ces œuvres, elles sont conservées dans des cartons tout à fait spéciaux pour pouvoir conserver au mieux ces œuvres. Les matériaux, ce sont des cartons et des papiers non acides, parce qu'il faut absolument faire fuir l'acidité du papier, c'est ça qui porte atteinte au papier, et on va découvrir en ouvrant les cartables. Mijanou Gold, qui est technicienne des collections, va nous aider à découvrir ensemble ce qui constitue les joyaux de cette collection de l'art brut. Vous voyez, ici, on découvre des œuvres de Benjamin Bonjour. En fait, c'est un homme qui vivait à B. Et comme il était colporteur, il allait de village en village dans les années 40, 50, puis 60. Et il colportait, en fait, de tout un matériel de mercerie. Il était aussi très souvent appelé pour chanter auprès des malades. Donc vraiment une personne qui était tout à fait présente dans les villages. Cet homme, la cinquantaine venue, eh bien, il n'a plus pu continuer de travailler, donc il s'est mis à dessiner, tant et tant que la collection de l'art brut, aujourd'hui, possède plus de 500 œuvres. Benjamin Bonjour crée beaucoup d'œuvres liées à la nature. Il y a énormément de montagnes chez lui. Il aime les altitudes. Alors c'est assez émouvant. Une sorte de grand tablard se trouve devant moi, des tiroirs en dessous, avec les noms par ordre alphabétique des artistes d'art brut classés. Et là, vous êtes en train d'ouvrir devant moi ces enveloppes qui contiennent les œuvres de Benjamin Bonjour, très colorées. Alors on voit déjà des montagnes sur la gauche, il y a du turquoise, il y a du violet, et une sorte de montagne très, très rocailleuse, très escarpée. Qu'est-ce que ça représente, ça ? En fait, Benjamin Bonjour habitait B. Vous imaginez bien que les montagnes étaient très présentes dans son environnement direct. Il y a des constantes
dans les motifs iconographiques. On retrouve les mêmes montagnes sur les 4 ou 5 dessins. Là. Exactement. Il y a toujours une ville ou alors des maisons, des constructions dans la partie inférieure de l'œuvre. Et puis plus on monte, plus on découvre des montagnes. Et puis ensuite, il reste une part toute congrue pour le ciel qui est presque invariablement bleu. Mais vous voyez que ces montagnes, elles peuvent être à la fois rouges, à la fois grises, à la fois blanches, marron, rose, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bref, Benjamin Bonjour n'en fait qu'à sa tête. Il ne suit pas les règles du réalisme. Bien sûr, ces dessins... C'est pas Baudelaire. Non, c'est pas Baudelaire. Bien sûr, ces œuvres sont figuratives. On reconnaît tout de même des maisons d'habitation, des chalets parfois. Mais tout de même, on voit que ces rocs, parfois on pourrait espérer reconnaître peut-être un massif, un sommet. Eh bien, non, on ne les reconnaît pas exactement. Ou peut-être vous, peut-être. Je pense qu'il y a un peu de Dents du Midi, surtout que vous m'avez mis sur la voie, puisque vous m'avez dit qu'il venait de B. Moi, j'ai envie de dire, quand je vois les œuvres de Benjamin Bonjour, que ce sont des œuvres très joyeuses. On n'a pas de montagne... impressionnante, imposante. Pas de montagne angoissante. D'ailleurs, c'est bien de le relever parce que plusieurs personnes encore pensent que l'art brut, c'est un art angoissant, où les auteurs livrent leurs cauchemars, leurs incertitudes et leurs angoisses. Eh bien non, chez Benjamin Bonjour, il y a une joie de vivre, il y a un caractère espiègle. Je dirais que ce qu'il peint, il choisit de le peindre parce que ce sont des choses qu'il affectionne. Il aime la nature, les fleurs, les fruits, il aime les villes, il aime éperdument les montagnes, parce qu'il y voit aussi quelque chose de sacré. Ça se relie à sa foi profonde. Il est profondément croyant. Dans les villes, il y a toujours un clocher avec une croix, et parfois même, il y a quelques dessins dans lesquels il y a des croix au sommet des montagnes. Voilà, le Schultes, il est là. Où est-ce qu'on est là ? On est à Auresio, au Tessin, dans le sud de la Suisse, et on est un peu sur les hauteurs, en dessus de Locarno. Des photos noir-blanc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans les photos noir-blanc. Et celles-ci sont faites par un photographe exceptionnel, c'est Gérald Minkoff, genevois, disparu il y a quelques années. Et il a réussi à capter quelque chose de la lumière tessinoise. Eh bien, c'est dans cette lumière que Armand Schultes, cet homme né à Neuchâtel et qui a grandi à Colombier, eh bien, il a vécu une vie assez simple, modeste, et puis il se retrouve un jour tout de même commis au département fédéral de l'économie à Berne. Vraiment une place importante, et à 50 ans, il décide de tout casser, de tout couper, et c'est sa vie qui bascule. L'exil est géographique, professionnel, il est mental aussi, un exil mental. Il va s'installer dans une petite châtaigneraie, là où il avait acheté un petit lopin de terre, et il avait acheté cette petite maison que l'on voit. Ça rappelle un peu l'utopie du Monte Verita. Le Tessin, c'est un peu le pays de cocagne pour les marginaux, en tout cas à cette époque-là. En tout cas, c'est une terre d'accueil, c'est une terre extrêmement inspirante, effectivement, pour toutes ces personnes qui se sont retrouvées au Monte Verita, ces chanteurs, ces scénographes, ces écrivains, ces philosophes, et aussi, à quelques battements d'ailes, eh bien, Schultes, lui, non pas au Monte Verita, mais tout près du Monte Verita, lui choisit, dans cette petite propriété, d'ériger ce qui va constituer un jardin de la connaissance, un jardin encyclopédique. Ce petit territoire, eh bien, il va le diviser grâce à des sentiers, des passerelles, des petits chemins. Et pour constituer son jardin de la connaissance, il se sert de boîtes de conserve. Il prend le haut et le bas, c'est-à-dire qu'il a devant lui des pièces circulaires sur lesquelles il écrit, et il va accrocher ces pièces circulaires au tronc des arbres, aux branches, il va les suspendre, et il écrit des informations liées à toutes sortes de domaines, autant l'histoire, la sexualité, la cristallographie, l'opéra, la cuisine chinoise.
Il n'y a pas d'hiérarchie de valeurs. Il écrit en français, en anglais, en allemand, en italien, en hollandais, et dans un foisonnement d'inventivité. Donc les informations sont tout à fait correctes, et il se constitue aussi lui-même une bibliothèque. D'ailleurs, Mijanou Gold, qui est technicienne ici, eh bien, est en train de nous ouvrir un carton. C'est une boîte à surprise. Oui, c'est une boîte de Pandore, vous allez voir. Vous voyez, en fait, cet objet-là, c'est un des grands livres que Armand Schulthess a créé lui-même. Il en a fait un peu plus d'une dizaine. En voici un. Vous voyez qu'il a près de 20 cm de hauteur. Alors, il est relié très artisanalement. Oui, relié par ses soins. Il a lui-même cousu les feuilles. Mais vous voyez que Mijanou a pris un soin tout particulier à emballer ce livre avec une substance qui le préserve. Et en fait, ces 18 livres, si je me souviens bien, eh bien, vont constituer la matière première des connaissances qu'il va spatialiser sur les hauteurs, en dessus de Locarno, dans cette petite châtaigneraie. Un jour, on le trouve mort, Schulthess, dans son jardin. On est en tout début des années 1970. Et les autorités ainsi que ses héritiers ont décidé de tout brûler. Donc tout a disparu, sauf ce qu'on a sous les yeux. Voilà, ces œuvres ont été sauvées des flammes. Tout ce qu'on voit là dans la montagne, qui est suspendu aux arbres, ce chemin de la connaissance avec ces boîtes de conserve que vous nous décriviez, tout ça n'existe plus. Donc on peut juste aller dans la montagne, là où il était, se recueillir et essayer de communier avec lui, mais on ne peut plus voir ses œuvres. Il reste encore quelques personnes à Orestio qui se souviennent de lui et qui disaient « Ah oui, le matin, à l'aube, on l'entendait, il chantait, il était dans les arbres et il chantait seul avec l'aube. » Et on va découvrir un autre artiste. Gaston Savoie. Il est né à Attalance, dans le canton de Fribourg. Donc en fait, Gaston Savoie aimait énormément les fêtes annuelles. Il aimait Noël, Pâques, le carnaval, etc. Il aimait aussi à chaque fois le passage du cirque Knie. Il aimait évidemment les poyas. Il en a énormément dessiné, mais il les dessine à sa manière. Vous voyez que ces poyas, eh bien, contrairement à la tradition qui veut qu'un petit serpent de vaches qui forment le troupeau, eh bien, monte à l'alpage. Alors les poyas de Gaston Savoie, eh bien, elles sont un peu différentes et insolentes, on va dire. Lui, intéressé aussi par cette montée à l'alpage, par cette montée en altitude. Et vous voyez au fait que les poyas, ça n'est pas constitué que de vaches. Il y a des poyas de toutes sortes. Il y a des poyas de moutons, il y a des poyas de chèvres, il y a des poyas de toutes sortes d'animaux. Parfois même, d'ailleurs, tout à coup, eh bien, on voit qu'il est inscrit au sein même de la poya. Veau, vache, cochon, vachement, vacher. Vous voyez qu'il joue non seulement avec les animaux, mais il joue aussi avec les mots. Il invente des mots. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'au fond, tout est permis. Lorsqu'il arrive sur le bord de la feuille, ou son support d'expression, peu importe, il continue sur la table ou sur la feuille suivante. Il peut monter, descendre. Il y a à chaque fois des registres horizontaux de poyas de toutes sortes et ça n'est plus du tout un serpent d'animaux qui se suivent. Si je vous dis Baudelaire, Anker, qui ont peint des centaines de montagnes qu'on connaît tous, les paysages du Léman, le Grammont, etc. Et tant d'autres peintres montagnards, et ceux-là qu'on a sous les yeux. Qui raconte le mieux notre territoire? Qui raconte le mieux la montagne? Je parle pour moi, évidemment, que j'ai une affection et même une fascination extraordinaire pour les auteurs d'art brut. Ce sont des personnes qui me parle au plus profond de mon être. Il y a une authenticité, une inventivité et puis un caractère insurrectionnel. Ce sont des rebelles. Ces créateurs osent, ont une hardiesse et même parfois une désinvolture, moi, qui me
qui me stupéfie. J'aime énormément partir à la découverte de ces œuvres parce qu'elles ne se donnent pas forcément tout de suite. Je vois aussi qu'elles sont fragiles dans tous les sens du terme. Ici, on l'a vu, elles requièrent un soin tout particulier parce qu'elles ont été faites sur des papiers de fortune, récupérés. Et puis, sans jamais l'idée de devoir survivre, de devoir poursuivre leur parcours dans la postérité. Eh bien, je crois que c'est ça aussi qui m'émeut. Ils n'ont pas forcément de destinataire, en tout cas pas au sens habituel du terme. Parfois, il y a des œuvres qui sont faites pour quelque entité spirituelle, pour des forces supérieures. Ils sont en relation, je crois, avec des forces supérieures, mais qui, en tout cas, en l'occurrence, pour Schultes, pour Bonjour, cette entité supérieure, c'est la nature. Je crois qu'ils sont vraiment en étroite relation avec le cosmos, au sens très large du terme. Je crois que l'air de la montagne, l'air des hauteurs, les arbres, les sapins qui sont représentés, les vaches, le bétail, eh bien tout cela est primordial. Ils dessinent et ils peignent ce qui est le plus important pour eux. Erika Stucki, Philomène, après le reportage au musée de l'art brut en compagnie de Lucienne Perry et Méjano Gold.